Alors, nous allons donc continuer notre première journée des rencontres nationales École et Cinéma et Collège au cinéma. Et on est vraiment très heureux d'accueillir Laurent Larivière et Olivia Rosenthal, qui sont juste là à ma droite. Je vais essayer de les introduire très brièvement. J'espère que je ne dirai pas trop de bêtises et que vous n'avez pas préparé les tomates à me lancer dessus. En fait, chacun travaille des questions et une esthétique qui leur est personnelle, mais cultive un compagnonnage qui nous a semblé étonnant et enthousiasmant. Olivia Rosenthal est une auteure dont vous avez peut-être déjà lu des livres, irriguée de cinéma, dont chaque livre, ou presque, porte la trace, et une trace qui est devenue rare et pourtant belle d'un amour totalement désintéressé du cinéma, c'est-à-dire qui fait du cinéma non pas un objet d'étude, mais un ami, un amour que l'on promène toujours avec soi, et qui est à la fois un trouble-fête et une consolation. Laurent Larivière, lui, est un cinéaste rare, mais cependant précieux, et qui nous est vraiment particulièrement précieux. Un de ses films a fait partie du dispositif Dessiner la vie que porte Passeur d'images, qui s'appelle J'ai pris la foudre, qui est un court-métrage absolument magnifique. Il a réalisé et écrit 6 courts-métrages et un long-métrage sorti en 2015 qui s'appelle Je suis un soldat. Et il fait des films qui possèdent une intensité physique, quelque chose de sauvage, de dérangeant aussi. Parfois, et qui nous amène vraiment à nous questionner notre rapport de spectateur. Nous les avons invités aujourd'hui, alors évidemment parce qu'on aime profondément leurs œuvres et qu'on était très heureux de pouvoir partager avec vous cette découverte, mais aussi parce que leur travail conjoint, qu'on va vous présenter ce soir, pour nous était une réponse magnifique à la question qui va traverser toutes nos rencontres, qui est la question de l'émotion. Qu'est-ce que peut une œuvre ? Qu'est-ce qu'une émotion ? Comment elle nous traverse ? Comment elle nous bouleverse ? Comment, comme le disait Caroline Renard, elle nous met en mouvement ? Et donc, c'est vraiment une vraie joie de les accueillir et de partager cette rencontre avec vous. Nous avons Anne-Sophie Le Picard avec nous qui va animer la rencontre. Et donc, je lui laisse la parole pour vous expliquer un peu comment va se dérouler ce temps-là. Voilà, merci de votre attention. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis avec Olivia Rosenthal et Laurent Larivière. Alors pour le déroulé de cette fin d'après-midi, on va commencer par voir le court-métrage Les larmes, donc de Laurent Larivière en collaboration avec Olivia Rosenthal, puisque ce court-métrage est inspiré, vous allez l'entendre et le voir, d'un texte intitulé « Ils ne sont pour rien dans mes larmes », titre qui est également celui du recueil de récits dont Olivia Rosenthal lira quelques extraits un peu plus tard dans l'après-midi, puisqu'on va d'abord voir le court-métrage, en parler aussi avec vous, puis il y aura la lecture et on aura à nouveau un petit temps d'échange autour des mots et des images. Oui, bien sûr. Et juste rappeler que donc à 18h, à l'issue de ce moment en salle, donc Olivia Rosenthal fera une signature de ses livres dans le hall d'accueil. Il y a une librairie et donc plusieurs de ses ouvrages seront là. Donc évidemment, n'hésitez pas à venir la rencontrer à ce moment-là aussi. Voilà. On va tout de suite projeter le court-métrage Les larmes. Et je vous souhaite une bonne projection. On se retrouve tout de suite après. Vous voulez peut-être dire un mot, peut-être dire bonjour, oui. Juste dire bonjour. Très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux aussi de vous présenter un court-métrage qui date de 2010, tourné en décembre 2009, donc bientôt 10 ans. Et c'est très, très plaisant pour un réalisateur de voir ces courts-métrages continuer à vivre. Donc merci beaucoup pour votre invitation. Et on se retrouve tout à l'heure pour en parler. Et juste vous dire aussi que c'est un film dans lequel on peut pleurer, bien sûr, mais on a aussi le droit de rire. Voilà. Merci, bonne projection. Le court-métrage Les larmes de Laurent Larivière en collaboration avec Olivia Rosenthal. Et comme on le disait en introduction, ce film a d'abord été un texte que vous avez entendu. Alors, ce texte inspiré lui-même d'images, donc vous avez compris, cette dernière séquence des parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Peut-être on peut revenir pour commencer sur la genèse du court-métrage, comment un texte inspiré d'images est
a été lui-même amené à devenir des séquences d'images et voilà, à redonner vie autrement aux mots. Je fais un peu du ping-pong. Alors, il faut savoir que Olivia a l'habitude de faire des performances. Elle lit des textes sur scène et elle avait fait une performance sur le vertige qui était lié à Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et elle avait demandé pour cette performance à un cinéaste qui s'appelle Olivier Ducastel de faire des images qui étaient diffusées derrière elle. Et lorsqu'elle a écrit ce deuxième texte, qui s'appelait donc Les larmes, en lien au parapluie de Cherbourg, elle m'a demandé si je voulais bien faire des images pour une performance. Et donc j'ai lu le texte et j'ai été bouleversé par le texte. Et il se trouve que Les parapluies de Cherbourg était un film extrêmement important dans ma cinéphilie. Un film qui était vraiment très très important. Donc il y a quelque chose qui a résonné très fortement. Et donc en lisant le texte, je me suis dit, mais il y a sans doute la genèse d'un film. Donc j'ai demandé l'autorisation à Olivia, plutôt que de réfléchir à des images qui seraient un support à cette performance, de commencer à réfléchir à un scénario. Et elle m'a dit, mais je ne vois pas du tout comment ça va être possible, parce que c'est un texte à la première personne, il n'y a pas de personnage. Et je lui ai dit, bon, écoute, j'en fais mon affaire. Et donc je lui ai livré une première version de scénario, avec déjà différents espaces, des pleureurs, un va-et-vient dans différents espaces-temps. Et ça l'a convaincu. Et à cette étape-là, en fait, je lui ai demandé d'insérer dans son propre texte des extraits des dialogues des parapluies de Cherbourg. Et je lui ai demandé de le faire elle-même, de choisir elle-même ces extraits-là, ce qu'elle a fait. Et ensuite, on a fait des allers-retours comme ça, jusqu'à l'écriture du scénario. Et puis, je ne sais pas, je peux continuer, mais on a cherché un producteur. C'est un scénario qui était très difficile à lire, parce que ça ressemblait à rien de ce qu'on pouvait attendre d'un court-métrage, qui sont souvent plus narratifs, plus classiques. Mais on a eu la chance d'avoir France Télévisions, Christophe Taudière, qui est chargé des programmes court-métrages, qui, après un an et demi, je pense, d'harcèlement, a fait le pari de nous suivre. Et à partir de là, on a eu aussi la région Basse-Normandie. Et donc, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait suffisamment d'argent pour que le film existe. D'accord. Peut-être on peut aussi raconter que pour fabriquer ensuite le film, on a fait un séjour, on a fait plusieurs séjours à Cherbourg, parce que vous avez vu que le film a été tourné à Cherbourg. Et on a fait une résidence à la scène nationale du Trident à Cherbourg. Et lors de cette résidence, donc avec des amateurs qui avaient envie de participer à un projet qui était autour des larmes, finalement, l'objectif qu'on s'était fixé, mais qu'on ne leur a pas dit tout de suite, c'était que, en fait, l'objectif, c'était de faire pleurer des gens qui ne sont pas habitués à pleurer sur commande. Donc, de réussir à faire pleurer des gens devant une caméra. Et donc, on a passé une semaine, je crois, à travailler là-dessus avec les amateurs. Et donc, certains des participants de cet atelier sont dans le film. Et donc, comme vous avez pu le voir, pleurent sur commande devant une caméra. Dans le processus de création que vous décrivez, il y a donc le passage d'une activité plutôt solitaire qui est l'écriture et aussi très singulière de cette expérience de vos larmes qui du coup par le passage au cinéma devient aussi une expérience collective et un partage des larmes puisqu'elles vont circuler de personnage en personnage. Est-ce que ça c'était quelque chose d'évident pour vous, de transmettre vos larmes d'une certaine manière à comme ça une petite communauté d'inconnus, de gens avec qui vous avez travaillé? Oui, c'est vrai qu'il y avait... Alors, je ne sais pas si l'activité d'écriture est aussi solitaire que ça, au sens où quand on écrit, on pense aussi que... On espère que les larmes dont on parle pourraient devenir potentiellement les larmes d'un lecteur, même si c'est du 1 à 1 qu'on fait quand on écrit. Et c'est vrai que là, on est plutôt dans un groupe. Mais en tout cas, c'est tout à fait juste que comme c'est un film qui raconte aussi l'histoire d'un transfert d'émotions, en fait, c'est-à-dire comment finalement on va aller chercher dans un film
quelque chose dont on a besoin, en fait, et auquel on n'arrive pas pour telle et telle raison, qui d'ailleurs ne sont pas du tout expliquées dans le film, qui restent suspendues, mais auxquelles on n'arrive pas à accéder par soi-même, comment on utilise, en quelque sorte, le cinéma pour accéder à ses propres émotions, et comment on va aller donc investir les personnages et se les approprier, puisque c'est vraiment ce qu'on fait en direct, ce qu'on fait en tout cas dans le film. Et effectivement, il y a comme ça un enchaînement de larmes qu'on voit assez bien là, mais qui était aussi, c'était assez amusant quand on a fait ce travail d'atelier préalable, parce qu'en réalité, on demandait à des gens de pleurer devant la caméra, et moi je me suis rendu compte, Laurent c'est un peu différent parce qu'il était derrière la caméra, donc peut-être tu diras... Donc quand on est derrière la caméra, on a aussi des objectifs techniques. Et moi, j'étais avec les gens et je les accompagnais pour pleurer. Et très vite, je me suis rendu compte que quand ils pleuraient, je pleurais. Et donc on pleurait ensemble. Puis je descendais pour le ramener en bas du théâtre et j'allais chercher la personne suivante qui était censée aller pleurer. Donc j'étais déjà en larmes. Enfin, il y avait une espèce ça crée en fait des liens très bizarres qui passent pas du tout par la parole, puisqu'en réalité... On demandait à des gens de pleurer devant une caméra, mais on ne leur demandait pas de nous expliquer comment ils s'y prenaient. À aucun moment, on était dans cette démarche d'aller de ce côté-là. Donc finalement, chacun avait ses méthodes qui sont restées des méthodes mystérieuses, mais on a partagé, on va dire, les conséquences de tous ces petits protocoles intérieurs. Grâce auxquels, alors il y en a qui n'y arrivaient pas quand même, faut pas non plus, mais on voyait bien que se mettait en place un protocole, puisque certaines personnes, dont une femme, je me souviens très bien d'une femme qui s'est mise devant la caméra et qui n'y arrivait pas en fait. Et à un moment, elle nous a dit, bon écoutez, laissez-moi 10 minutes, et dans 10 minutes, je viens pleurer devant la caméra. Donc bon, on a dit d'accord, et puis donc elle est allée dans une pièce à côté. Et elle est revenue, puisqu'on filmait dans le théâtre, elle est revenue, elle s'est assise, et là, elle a pleuré directement. Donc c'est vrai c'est vrai qu'avec Laurent, on se disait, bon, qu'est-ce qui s'est joué là ? Comment elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle est allée chercher ? Peut-être qu'elle est allée chercher un film, peut-être qu'elle est allée chercher les parapluies de Cherbourg, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a tous ces protocoles-là participaient à une espèce de construction collective qui est effectivement, qu'on voit assez bien dans le film, qui est un collectif de larmes, comme si notre humanité, comme si ce qui nous liait les uns aux autres, c'était le fait qu'on soit capable d'aller chercher ça et d'aller le chercher là constamment, un peu à contre-courant, puisque le principe du film, c'était un peu ça aussi, hein, c'est de... Oui, mais déjà, l'idée de proposer un stage... venez pleurer avec nous autour des parapluies de Cherbourg. La proposition était bizarre. Et puis les gens même qui viennent s'inscrire et viennent pleurer, la démarche aussi est étonnante. Et ça renvoie effectivement à cette place de l'émotion et la place de l'art, parce que je crois que Les Larmes est aussi un film sur le cinéma. C'est comment on a besoin des films pour s'identifier aux acteurs, et comment, tout d'un coup, le film nous renvoie à notre propre intimité, et comment elle travaille, comment elle libère des émotions. Et il y avait une chose importante pour moi, c'est que Olivia a une écriture très singulière, et c'était vraiment extrêmement important que ce soit elle qui joue le rôle d'Olivia. Parce qu'après tout, à partir du moment où je faisais de la fiction, à partir de ce texte, j'aurais pu demander à une actrice, faire un casting et demander à une actrice de jouer son rôle. Mais pour moi, c'était très important que ce soit elle, parce que ça rajoutait un rapport émotionnel très fort, parce qu'elle incarne ses mots et elle incarne ce qu'elle dit. Et du coup, j'ai pris le risque de venir aussi avec elle dans un tout petit rôle, dans le rôle de l'amant, et de ne pas la laisser seule dans la prise de risque de cinéma. Donc voilà, il y avait cette idée de faire un lien entre le réel, nos vies et le film. Et est-ce que, du coup, dans l'écriture, pour vous, c'était une évidence immédiate qu'il n'y aurait pas les images de Geneviève et Guy, mais que ce serait rejoué ? Est-ce qu'il y avait cette évidence ?
Oui, c'est-à-dire que c'était vraiment lié le fond et la forme. Et donc, à partir du moment où Olivia regarde la télévision et que le film parle du processus d'identification, il fallait pousser à bout le processus d'identification. Et donc, ça n'est pas... C'est évidemment Catherine Deneuve, c'est évidemment le film de Jacques Demy qu'elle regarde. Mais dans cette projection, ce qu'elle voit, c'est sa réinterprétation, c'est ce que le film vient provoquer chez elle personnellement et qui n'est évidemment pas la même chez chacun d'entre nous. On a tous vécu cette expérience de voir des films et de ne pas ressentir la même chose que notre voisin, notre famille, etc., etc., parce que ça vient toucher un endroit. Et donc, ça me plaisait de mettre ça en scène, de pousser ce processus-là. Et puis, après, au moment de l'écriture, il y avait aussi, pour moi, de manière peut-être plus prosaïque, la question des droits. C'est-à-dire que je me disais que ce serait compliqué d'avoir les droits des images de Jacques Demy. Et puis, aussi sans doute la volonté de ne pas mettre les images de Jacques Demy en concurrence avec mes propres images. Et puis aussi la musique de Michel Legrand. Enfin, voilà, je pensais que c'était mieux de garder un objet un peu pur comme ça. Et il se trouve que finalement, on a de toute manière eu besoin de l'accord des ayants droit, parce qu'à partir du moment où vous utilisez le texte, donc vous avez entendu des extraits des Parapluies de Cherbourg, qui ne sont donc pas chantés mais dits par Olivia et moi, il nous fallait l'accord non seulement de Jacques Demy qui a écrit le livret, les textes, mais aussi de Michel Legrand, parce qu'en fait, les Parapluies de Cherbourg est déposé comme un livret d'opéra. Et donc, même s'il n'y a pas une seule note de musique de Michel Legrand, on avait besoin aussi de l'accord de Legrand, et ce qu'on a obtenu via Mathieu Demy et Rosalie Varda. Alors, vous l'avez dit avant la projection, pendant ce court-métrage, vous avez le droit de pleurer, mais aussi de rire. Et ça, c'est quelque chose vers quoi a tiré aussi le court-métrage, plus que votre texte, qui, en tout cas, moi, ne m'a pas fait rire, et je pense que vous ne l'avez pas écrit dans avec cette chose en tête. On est vraiment dans les larmes. Là, il y a clairement, avec ces procédés un peu didactiques, où tout à coup, on a la carte de France, on a Cherbourg, à la pointe du Cotentin, etc. C'est drôle. Comment cette entrée de l'aspect un peu comique et peut-être cette cohabitation entre justement des registres très différents, comment c'est venu, alors peut-être par votre écriture, et comment vous l'avez vous du coup accepté ou ressenti? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez, qui est déjà dans mes livres en fait. C'est une histoire assez ancienne, le rapport avec le rire et les larmes. Et donc c'est tout à fait en accord, je dirais, avec la manière, donc cette espèce de crête qui fait qu'on peut basculer suivant qui on est, suivant le moment où on regarde le film, qu'on peut basculer du côté du rire ou du côté des larmes. Et c'est quelque chose que j'avais déjà, je pense, exploré dans pas mal de mes livres. Et donc qui est le rapport peut-être distancié ou non qu'on a avec les mêmes objets. Et que si on met la distance, ça devient très drôle. Et si on les regarde au premier degré, on a envie de pleurer. Et en fait, avec les mêmes objets, on obtient donc des effets assez différents. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Alors, je ne sais pas si c'est dans ce texte-là, parce que si vous dites que c'est triste ou que c'est plutôt du côté des larmes, je peux rien dire d'autre que c'est vous qui savez, puisque c'est vous qui l'avez lu. Mais moi, quand je l'écris, c'est quelque chose aussi qui m'amuse. Et cette histoire géographique qui est... qui est un détail du film de Jacques Demy qui n'avait pas été tellement étudié, je pense, ou constaté, où j'avais envie d'aller chercher un endroit comme ça, très prosaïque. Et évidemment, l'effet est accentué, bien sûr, par le choix visuel qui a été fait ici, et qui est, moi, que j'aime beaucoup, parce qu'en plus, cette carte, elle vibre, elle est très... elle bouge, quoi. Donc c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt en accord avec un certain esprit de ma manière d'envisager le rapport aux émotions, et en fait à cette connivence qu'il y a tout le temps, à ce lien en fait que je sens toujours si près entre le fait de pleurer et le fait de rire.
Après, juste pour compléter, c'est quelque chose qui a été très compliqué à trouver au montage. Parce que en fait, je me suis retrouvé au montage avec des dizaines de minutes de gens qui pleuraient, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins. Alors j'avais fait attention en fait au tournage de tourner à la fois des séquences avec des gens qui pleuraient avec une certaine gravité et qui allaient pouvoir nous amener à la profondeur du texte, et aussi des gens qui pleuraient de manière un petit peu plus distanciée, qui allaient nous permettre d'être un peu plus dans un rapport esthétique aux larmes et où le texte pourrait être entendu. Et voilà, il ne fallait pas que l'un parasite l'autre. Enfin, c'était un équilibre extrêmement compliqué à trouver. Et d'ailleurs, le film s'est beaucoup écrit au montage, parce que dans le texte initial et dans le scénario initial, il y avait beaucoup plus de va-et-vient entre la chambre et le texte d'Olivia et les différents pleureurs. Et en fait, ça ne marchait pas, parce que finalement, on n'était ni avec l'un ni avec l'autre, parce qu'on sortait sans arrêt de l'un et de l'autre. Et donc, le choix de mettre tous les pleureurs qui sont liés à des métiers, qui sont liés aux personnages de Jacques Demy, c'est-à-dire la bijoutière, la prostituée, les garagistes, etc. En fait, ils ponctuaient tout le film, et ils ont été ramassés à la fin. Et il fallait vraiment qu'on se concentre sur enfin, le texte a changé de structure au montage. Enfin voilà, c'est ça que je voulais. Et du coup, ces mises en situation comme ça de métiers effectivement inspirées par les films de Jacques Demy, c'est des choses que vous avez proposées donc aux personnes. C'était au scénario. Et qui se sont du coup appropriées soit d'être garagistes, soit d'être prostituées, etc. Oui, c'est que des amateurs qui ont bien voulu participer à un court-métrage fauché à Cherbourg. Donc c'est que des gens qui avaient une envie d'être là pour des raisons personnelles, artistiques, ou parce qu'ils étaient attachés au film. Oui, du coup, ils connaissaient tous le film ou pas forcément? Comme certains avaient participé au stage, on avait fait une projection des Parapluies de Cherbourg dans le théâtre, et les autres avaient le scénario. Après, je pense qu'ils se demandaient un petit peu ce qu'on faisait. Parce que voilà, mais même dans mon équipe, il y a des gens qui, après avoir vu le film et l'avoir aimé, m'ont confié que sur le tournage, ils se demandaient vraiment quelle gueule ça allait avoir et à quoi tout ça rimait. Vous m'avez raconté une expérience intéressante qui était la projection du court-métrage en amont de celle des Parapluies de Cherbourg dans une salle de cinéma, et qui du coup a fait peut-être dévier l'émotion sur la scène finale, puisque au lieu des larmes potentielles, les spectateurs ont ri. Du coup, vous avez eu ce pouvoir, si ce n'est de changer. C'était une fois, oui. Donc effectivement, comme il y a eu cette projection à Nantes des Parapluies de Cherbourg précédée par les larmes, ça a un petit peu parasité le moment fort du film, avec Catherine Deneuve qui dit ses phrases sur l'Anjou, et là tout le monde riait dans la salle. Et en fait, moi j'étais assez contente, parce que comme je pleure tout le temps quand je vois les Parapluies de Cherbourg, pour une fois, ça exorcisait en fait les larmes, et ça les transformait. Et bon, après, c'était une espèce de... Avec une pointe de culpabilité aussi. Un petit peu, ouais, quand même. C'est-à-dire que c'est pas fait pour, normalement. Il vaut mieux regarder séparément les deux films. Il vaut mieux pleurer totalement avec les Parapluies de Cherbourg, et puis rire après, éventuellement, sur l'analyse. Vous finissez le film, qui est aussi la fin du recueil de récits dont vous allez lire des extraits, donc Ils ne sont pour rien dans mes larmes, sur la promesse d'une consolation. Est-ce que ce processus de mise en mots, de mise en image, de mise en commun participe de cette possibilité de consolation? Là, je ne sais pas quoi vous répondre. Est-ce que ça participe Normalement, je pense que si on est politiquement correct, on dit oui. Oui, je ne veux pas induire de réponse dans la question. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on
on aurait tendance à dire bah oui, que le collectif nous soigne, etc. Mais bon, je ne sais pas, en fait, je sais pas si je saurais répondre à votre question. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en regardant le film, je voyais bien quand même que je faisais la maline un petit peu à un moment. Enfin, je vois bien comment le texte et donc un peu le film va au bout de ce rapport à l'émotion, mais fait l'ellipse mais on se console de quoi exactement? Enfin, ça ne raconte pas c'est assez. Enfin, je le savais déjà, bien sûr, en l'écrivant, c'était quand même assez délibéré. Mais là, en revoyant le film, je vois le petit pas de côté qui est une manière à la fois d'être au cœur de la question pour moi, qui est effectivement de penser le cinéma, même, je dirais pas seulement le processus de création dont vous parlez, collectif, mais vraiment le cinéma comme un art de consolation. Enfin, pour moi, c'est vraiment très important et je pense que je vais au cinéma presque pour pleurer, quoi. Enfin, c'est-à-dire, en fait, avec cette idée que pleurer, c'est déjà se consoler parce que c'est lâcher quelque chose qu'on a retenu. Et donc ça, c'est très présent dans le film et c'est exactement ça que j'étais en train de chercher quand j'écrivais. Mais en revanche, sur la question de quoi tu te consoles, et là, je me dis, waouh, le chemin de traverse, un petit peu comme si j'étais moi aussi passée par l'Anjou pour aller à Cherbourg, quoi. Après, donc j'ai fait 778 km au lieu d'en faire 295, quoi. Tu poses des questions quand même dans le film sur les raisons pour lesquelles tu pleures et sur est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes. C'est vrai. Oui, il y a. Non, mais il est gentil parce qu'il essaye de me rassurer sur le... Mais voilà, la question c'est quelle est la vraie raison de ces larmes? Mais je dis, comme si j'avais fait un pas de côté, mais au fond, non seulement c'est délibéré, mais c'est aussi parce que suivant le spectateur que vous allez être, la raison des larmes ne va pas être la même. Donc on ne va pas imprimer ni sur le texte, ni sur le film, la raison qui serait celle que l'auteur aurait envie d'y mettre, alors qu'en réalité, la raison, elle est chaque fois différente pour chacun des spectateurs et donc chacun des lecteurs. Et c'est ça, en fait, qui était en jeu. C'était comment les questions qui sont dans le film sont les questions qui peuvent résonner ou non chez chacun de ceux qui reçoit le film. Donc de garder, bien sûr, cette ouverture, en fait. C'est moins... Oui, je dis que c'est une ellipse ou un pas de côté, mais c'est aussi... un rapport à l'ouverture de comment les larmes ouvrent à des questions pour lesquelles chacun va avoir une réponse. Ou non d'ailleurs, mais enfin en général, je dis ça parce que quand j'ai interviewé, donc je vais lire des extraits de ce livre que j'ai écrit. En fait, le livre que j'ai écrit, c'était un livre où j'interrogeais les gens sur le film qui a changé leur vie. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des choses à raconter sur un film qui a complètement bouleversé leur existence pour telle ou telle raison. Et c'est intéressant parce que très souvent quand même, enfin pas tout le temps, mais souvent, pour essayer de trouver ce film, les gens se racontent quelque chose, enfin ceux que j'ai interviewés, sur le film grâce auquel une émotion particulière... grâce auquel ils ont accédé à une émotion particulière, quelque chose où, par exemple, un film où ils ont pleuré de manière complètement disproportionnée par rapport à ce que le film montrait. Ça, par exemple, ça peut être... Là, c'est un peu le cas pour les Parapluies de Cherbourg, hein, c'est ce que je raconte, mais on va voir un film et là, on pleure et on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pourquoi à ce point-là, enfin, qu'est-ce qui justifie un tel déferlement et donc là, ça enclenche en fait quelque chose comme une réflexion et donc il y a le moment où cette émotion permet d'accéder à une pensée sur soi-même, enfin de comprendre comme si le film faisait retour et ça permet brusquement de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris comme un déclic. Et donc c'est vrai que ces gens que j'ai interviewés, ils utilisaient beaucoup ce critère-là, les larmes comme un critère d'évaluation de ce qu'un film est capable de produire, que ce soit un bon ou un mauvais film d'ailleurs. Et aussi l'écart entre ce que le film fabrique et l'effet qu'il nous fait. C'est-à-dire que cet écart-là, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. S'il y a un écart très grand, c'est donc... oui, quelque chose est en train de se produire. Et ça donnait aussi le titre du livre. « Ils ne sont pour rien dans mes larmes ». C'est-à-dire qu'en fait,
La question, c'est pas de savoir ce que le film fabrique, mais c'est vraiment de s'interroger sur l'effet qu'il nous fait. Pourquoi il nous fait un tel effet ? Alors, est-ce que déjà sur tout ce qui a été dit et sur le film en particulier, vous avez envie de réagir avant qu'on passe à ce moment de lecture ? Vous faites pleurer les hommes à chaudes larmes, parce que moi, il m'arrive d'avoir les yeux embués de larmes, mais jamais j'ai réussi à pleurer comme ces hommes-là. Par contre, pendant toute la première partie du court-métrage, les hommes ne pleurent pas. Quand vous êtes dans la chambre, dans le lit, le partenaire qui est à vos côtés, il ne pleure pas. Il n'y a qu'à la fin où les hommes pleurent à très chaudes larmes. Et pourquoi au début, vous êtes seul à pleurer dans la chambre ? Est-ce que tu veux... c'est que le couple, je sais pas, c'est un couple dans lequel les deux partenaires vivent dans deux mondes assez différents. Et d'ailleurs, c'était assez amusant de revoir le film et de voir tous ces... Parce qu'en fait, on a passé une journée au lit avec plein de partenaires qui se sont succédés à côté de moi. Donc, j'avais jamais vécu une expérience aussi radicale. Et c'est assez amusant parce qu'il y en a qui... Enfin, ces hommes qui sont là, il y en a qui sont un peu crispés. Mais en fait, ceux que tu as choisis là, ils s'abandonnent complètement. C'est incroyable. Ils sont complètement abandonnés... C'est assez beau à voir, de revoir ce film. Il y a une équipe de 10 personnes devant eux, qu'évidemment, il n'y a rien sur la télévision et que... Oui, on voit rien. Donc le principe de... Là, il faudrait demander au metteur en scène, parce que c'est lui qui a décidé que ces hommes n'allaient pas pleurer. Mais c'est aussi pour raconter que, c'est aussi quelque chose... Finalement, c'est comme dans un livre, c'est quelque chose qu'on vit tout seul. Enfin, des fois, on va au cinéma, il y a un effet de groupe. Mais là, ça raconte comment elle vit toute seule cette expérience et que finalement, elle n'arrive pas du tout à la partager avec son partenaire. D'où le fait qu'ils se succèdent, parce que elle espère qu'un jour, peut-être... Là, j'extrapole, mais peut-être qu'elle espère qu'un jour, son partenaire pleurera avec elle, mais vous voyez, ça n'arrive pas. Il y a quand même celui sur lequel il y a un gros plan, qui est avec lequel vous prenez un bol de... Mais lui, il n'est pas dans le lit, celui-là. Il n'est pas dans le lit, non. Mais voilà. Donc celui-là, on ne sait pas si c'est un partenaire. Mais les autres, comme ils sont clairement dans le lit, on peut imaginer que c'est les amoureux successifs de... Et alors, c'était assez amusant, mais bon, on va sortir du cadre. Mais c'est vrai que parce que moi, je ne suis pas une comédienne de cinéma, donc c'était intéressant de voir que jouer l'abandon, c'est toute une histoire, en fait. Ce n'est pas du tout évident pour un acteur... En fait, c'est assez difficile ce qu'ils font, là. Hein. Ah oui, parce que je leur demande évidemment de ne rien laisser paraître. Parce que pour moi, effectivement, le fait que Olivia soit dans son émotion dans le film et puis de temps en temps parle en direction de l'écran ou tout d'un coup tourne la tête et se met à parler au spectateur, il faut que tout ça soit dans un espace mental qui lui appartient. Et donc que les partenaires arrivent à faire une scission totale et à rester hyper concentré vraiment sur un point à regarder, comme si c'était la télé, et sans rien laisser paraître. Et c'est effectivement assez difficile, surtout que ce sont des amateurs et que parfois on a envie d'exprimer un poil plus, parce qu'on pense que rien ne va passer, et en fait, non, il faut juste être là. Et en fait, c'est avec le temps, on a aussi fait un casting. Donc en fait, au casting, je les ai beaucoup filmés, justement dans une capacité de présence la plus neutre possible. Et c'est un exercice que je fais d'ailleurs avec tous les acteurs tout le temps. Parce qu'à partir du moment où un acteur n'est pas capable de ne rien faire, ça va être compliqué de travailler. Il faut vraiment partir d'une base la plus neutre possible. Ouais. Et rajouter les choses progressivement par l'action. D'autres choses, d'autres remarques, questions ? Est-ce que tout le monde a vu les parapluies de Cherbourg ? Est-ce qu'il y en avait qui n'avaient jamais vu, qui n'ont jamais vu les parapluies de Cherbourg dans la salle ou pas ? Bon, vous avez vu la fin. On a un peu spoilé, hein, mais...